Bienvenue au journal, édition de ce vendredi 4 septembre 2020. Voici tout de suite les titres. La communauté en Sawa, plus précisément la communauté en Sawa de Beseke, de Bonasama Bonaberi, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, s'insurge contre l'installation d'un halogène comme chef de 3e degré du village Beseke. Fils et filles Sawa de Bonasama vêtus de noir en signe de protestation sont sortis dans les rues ce jour. Visite de la délégation interministérielle à Maroua dans la région de l'extrême nord. Le ministre de la territoriale, Paul Atangandi, ainsi que 6 autres ministres au chevet des populations sinistrées. Et puis à l'étranger, Tunisie, un nouveau gouvernement pour la Tunisie. Le Parlement tunisien a approuvé un gouvernement de technocrates. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Je vous l'annonçais en titre, la communauté Yansawa de Beseke, Bonasama et Bonaberi s'insurgent donc contre la nomination d'un halogène comme chef du 3e degré. Cette communauté est descendue donc dans la rue ce jour afin de contester cette désignation. Les précisions dans ce reportage. Beseke appartient à Bonasama, non au chef halogène chez nous. Le peuple Sawa dit non à l'imposture. Pourquoi toujours chez nous? Respectons le décret numéro 77/245 du 15 juillet 1977, notifié et complété par le décret numéro 82/241 du 24 juin 1982. Voilà quelques inscriptions écrites en rouge sur les pancartes, sur les banderoles, présentées lors d'une marche qui s'est déroulée ce matin au quartier Bonasama à Douala, à Bonaberi. Peuple Sawa s'insurge contre un décret préfectoral nommant M. Tanko Amadou comme chef traditionnel de 3e degré de la chefferie de Beseke 2, au même rang que le chef traditionnel de 3e degré de Bonasama. Selon le décret du 15 juillet 1977, ratifié le 24 juin 1982, il revient sur l'organisation des chefferies traditionnelles. Dans sa consistance, on parle des collectivités territoriales qui sont organisées en chefferies conformément aux dispositions du présent décret. Les chefferies traditionnelles, organisées sur une base territoriale comportant 3 degrés, hiérarchisés suivant les chefferies de 1er degré, 2e degré et 3e degré. Dans le cas d'espèce, la chefferie de 3e degré correspond au village, au quartier à milieu rural, en milieu urbain. Pour les chefferies de 2e degré, toute chefferie dont le territoire de commandement englobe celui d'au moins 2 chefferies de 3e degré, ces limites n'excèdent pas en principe celles d'un arrondissement. Se basant sur ce décret, la communauté Sawa, habillée de noir vêtus, sont descendus dans la rue cette fois-ci pour s'insurger contre la nomination d'un chef halogène dans la communauté. Ceux-ci estiment que le plus grave n'est pas au niveau de la chefferie, mais au niveau de la tradition Sawa, dont le garant ne peut être qu'un natif de cette communauté. Pour celle-ci, un chef traditionnel doit être le garant de la tradition, mais maîtriser aussi la culture et la tradition du peuple Sawa ainsi que les génies de l'eau. Après plusieurs cérémonies appelant l'aide des ancêtres, cette marche pacifique est un appel aussi aux autorités publiques pour s'attarder sur le cas de la chefferie traditionnelle de Beseke 2. Merci à vos précis mécénés. Signalons que le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Diboa, a tenu une réunion importante autour de lui, des autorités administratives, des gardiens de la paix, les élites et les élus. Il était donc question autour de cette réunion de clarifier la querelle qui persiste autour de la chefferie traditionnelle selon la loi de 1977. Frédéric Moutomé.
La désignation par arrêté du préfet du département du Vouri, du sieur Tanko Amadou Kami, comme chef traditionnel de Besseke au village Bonassama, dans l'arrondissement de la 4e, était la pilule de trop et amère qui n'a pas pu être avalée par le peuple Sawa au cœur de cette concertation de ce jeudi autour du numéro 1 de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ibaradiboua. Nous sortons tous de cette concertation avec beaucoup de compréhension parce que nous avons fait un distinguo entre les chefs dits traditionnels et les autres chefs qu'on pourrait qualifier d'administratifs. À la veille des échéances des élections régionales et au plus fort de la querelle de la chefferie traditionnelle, car dépositaire de la coutume ancestrale, il était question de repréciser les contours de la loi de 1977 portant organisation de la chefferie traditionnelle. Alors, traditionnel parce qu'il y a la coutume qui permet que les gens puissent se relayer les uns après les autres. Et le territoire également de commandement traditionnel, qui sont des éléments clés, un conseil de notables. Ce qui n'est pas le cas avec une chefferie administrative, parce qu'on n'a pas le souci de la coutume à cet endroit, mais davantage des relais pour que nous ayons des points de contact au sein des agglomérations où il y a une pléthore de personnes. La concertation importante à plus d'un titre a réuni autour de la même table autorités administratives, experts du droit, chefs traditionnels de premier et troisième degré Sawa, élus locaux, élites et personnalités ressources du peuple Sawa a davantage été le lieu de restaurer la vérité. Ce que nous déplorons, c'est qu'autour de nos villages, dans nos villages, on installe des chefs de troisième degré qui, aussitôt installés, deviennent des rivaux des chefs traditionnels que nous sommes. Et au moment où se met progressivement en place les conseils régionaux avec une présence et une participation accrue du commandement traditionnel autochtone, une urgence de toiletter la loi de 1977 se pose avec acuité. Il faudrait très certainement dépoussiérer ce décret et des propositions ont été faites dans ce sens. Parce qu'un décret qui date de 1977 pour l'appliquer en 2020, il faudrait très certainement un regard nouveau. Bien entendu, nous sommes pour l'intégration nationale, nous sommes pour l'unité nationale, nous sommes pour le vivre ensemble, mais il est également bon de le dire que ceux qui ont accueilli autant de personnes doivent exercer l'autorité traditionnelle dans leur lieu de résidence. Un impératif donc pour le législateur camerounais qui devrait certainement se pencher sur cette question cruciale qui soulève déjà des remous sociaux au sein de plusieurs communautés villageoises et traditionnelles, chacune d'ailleurs avec sa spécificité, sa particularité et son originalité coutumière. Question avec le gouverneur. L'actualité dans les régions nous conduit tout de suite dans la région de l'extrême nord. On parle de cette visite interministérielle à Maroua dans la région de l'extrême nord. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, et 6 autres membres du gouvernement étaient ce vendredi 4 septembre à Maga et à Davakai pour visiter les points critiques des digues qui ont été affectées. Et on va signaler également que la délégation interministérielle est en ce moment même dans la localité de Bogo, département du Diamaré, où Paul Atanganji procède en ce moment même à la remise des dons du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, aux populations sinistrées. Écoutons quelques réactions des populations. Nous vivons dans un milieu où à chaque fois quand l'inondation vient, nous sommes inondés. Et ça détruit tout. Nos cultures,
nos maisons, tout sont inondés à chaque fois. Et nous sommes dans une famine quand nos récoltes sont détruites, sont dévastées par l'eau. Et nous sommes continuellement comme ça. On perd aussi nos bétails et nos enfants parfois, quand ils se noient autrefois. Et nous sommes là dans les zones à risque. Oui, il y a combien de noyades cette année? Cette année, je vois qu'il y a 2 enfants dans un milieu en bas là-bas qui se sont noyés. Et beaucoup de têtes de chèvres et de moutons sont perdus. Excellence, Monsieur le ministre, les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de l'extrême nord, Monsieur le préfet du département de Mayo-Danang, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Maga, au nom de la population, nous remercions infiniment l'infatigable Camerounais, celui qui ne se fatigue pas, le Camerounais, le battant de la République, son Excellence Paul Biya, avec Maman Chantal Biya. Nous le remercions infiniment, infiniment. Nous n'avons rien à lui donner, mais nous avons que le merci à lui donner. Pour le moment, Al-Vakaï, Tekele et ses environs, nous comptons sur lui et nous sommes derrière lui. Et bien avant la réception du don spécial du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, il y a juste quelques minutes, dans la ville de Maroua, depuis hier, les 7 membres du gouvernement séjournent donc dans la région de l'extrême nord et ils sont allés toucher la réalité du doigt afin de mieux évaluer les dégâts causés par les pluies diluviennes. Jean-Germain Yetna et Kazmi Banti. Premier arrêt de cette visite de travail à Maroua, le site d'effondrement du pont de Palar, sur la nationale numéro 1, axe lourd, Garoua-Maroua. La délégation interministérielle, composée de 7 membres du gouvernement, avec à sa tête le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a pu mesurer l'ampleur des dégâts causés par les fortes pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours dans la ville de Maroua et partant dans l'ensemble de la région de l'extrême nord Cameroun. Il s'agit de faire une évaluation de tous ces problèmes nés des inondations et faire un rapport au chef de l'État. Et il va décider, il va trancher, donnera des orientations à qui de quoi. Mais je crois quand même que nous ne sommes qu'au début de notre visite. Vous avez vu l'ampleur des dégâts, même déjà quand nous avons traversé l'aéroport, vous avez dû constater qu'il y avait des inondations. Dieu merci, nous sommes arrivés sur un soleil radieux. Ça veut dire que la main du chef de l'État a accompagné cette visite et le soleil augure des lendemains meilleurs pour cette région. Bien avant le pont de Palar, totalement englouti dans les eaux, la délégation interministérielle a d'abord mis le cap sur le chantier de construction du pont Misao, puis les voies de contournement et la voirie urbaine de Maroua, avant la visite des berges du Mayo Kaliao. Vous savez que c'est la première fois de mémoire que vous avez 7 membres du gouvernement dans une délégation, dans une région, dans un département. Donc ça veut dire que le chef de l'État voudrait avoir une idée claire de ce qui se passe. C'est qui les inondations, bien évidemment, nous avons des intempéries, mais à la fin de la visite, chaque membre du gouvernement qui est spécialiste dans son domaine présentera un rapport et puis nous allons transmettre ce rapport à la très haute attention du chef de l'État. Il donnera des orientations au gouvernement et puis les gens se mettront au travail. Pendant 5 jours, les membres du gouvernement, composés de l'administration territoriale, de l'habitat, de l'énergie, des domaines, de l'agriculture, de la décentralisation et des transports, vont évaluer les dégâts causés par de gigantesques inondations dans la ville de Maroua et ses environs, afin d'envisager des solutions urgentes.
Et dans la région du centre, plus précisément à Yaoundé, le Premier ministre chef du gouvernement, le Dr Chief John Gouté, a présidé hier à Yaoundé une réunion importante, réunion du suivi de la commission chargée du suivi des recommandations du grand dialogue national. À l'issue de cette réunion, il était question pour le Premier ministre chef du gouvernement de réitérer l'engagement du président de la République, son Excellence Paul Biya, à restaurer la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, comme nous le précise dans ce reportage Patrick Moyen. Le gouvernement et les membres du comité de suivi des résolutions du Grand Dialogue national se sont félicités de la consolidation de la voie du dialogue et de l'échange entre les fils et filles du Cameroun. Joseph John Gouté, le Premier ministre du Cameroun, a présidé la réunion d'évaluation des résolutions adoptées lors du Grand Dialogue national. Il ressort de la dite réunion que le processus de décentralisation connaît une accélération. Étant donné que le 2 septembre 2020, Paul Biya, le président de la République, a signé 2 tests en rapport avec les élections régionales tant attendues. L'équipe du chef du gouvernement a noté comme autre fait majeur issu des assises du Grand Dialogue national le vote et la promulgation de la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées avec la suppression du poste de délégué du gouvernement. Il y a aussi le statut spécial accordé aux 2 régions anglophones, à savoir le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, sans oublier la création de la House Chief de la promotion des langues officielles. Le chef du gouvernement et les autres membres du comité de suivi des résolutions du Grand Dialogue national ont également noté comme fait majeur la libération et l'abandon des poursuites judiciaires de désarmement, de démobilisation et de réintégration, avec aussi l'École nationale d'administration à Buea. À cela s'ajoute le plan de reconstruction des régions anglophones. Pour ce qui est des actions à mener, le comité évoque l'accompagnement des populations déplacées et des réfugiés dans leurs villages respectifs. Il y a aussi comme l'une des plus importantes résolutions la reprise effective des classes dans toutes les localités du pays à l'occasion de la rentrée scolaire et universitaire 2020-2021. Rendre notre environnement sain et surtout équilibré, c'est donc le challenge que s'est donné chez les membres du réseau parlementaire à travers donc une loi qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale à cet effet. Nous avons les détails depuis Yaoundé de Jean-Oscar Libok et Mohamed Essombadeu. Ces images qui ordonnent notre quotidien et qui font mal à l'environnement, drains bouchés par les déchets produits par l'homme, les rivières complètement occupées par les bouteilles plastiques et autres déchets qui ont du mal à se dégrader dans la nature. Ces clichés sont incontestablement les vecteurs premiers, sinon majeurs, des catastrophes que certaines métropoles connaissent. Les dernières en date, les inondations de Douala qui ont causé tant de dégâts. Pourtant, ces déchets qui jalonnent notre quotidien bouchent nos drains pour empêcher la circulation fluide des eaux de pluie et de rivières, peuvent être récupérés et remis en circulation par un système de recyclage. Et c'est dans cette optique que Kaba Yégué Djibril, le président de l'Assemblée nationale, a signé un arrêté créant le réseau des parlementaires pour réfléchir dans le sens de quitter le système de l'économie de transition linéaire à l'économie circulaire, dans le but de rendre notre environnement sain et plus écologique, tout en rentabilisant ces derniers dans la création de l'emploi. L'implantation de cette nouvelle économie au Cameroun sensibilisera et incitera les investisseurs à s'aventurer dans ce secteur, créera des emplois et améliorera le bien-être des Camerounais. Face aux hommes et femmes des médias, l'honorable Gérard Ngala, en présentant le bureau du réseau, compte dans un avenir voter une loi qui amènera ces entreprises productrices de déchets à payer des taxes qui seront injectées vers d'autres micro-entreprises dans chaque région ou arrondissement pour recycler ces déchets. Donc on doit faire en sorte qu'une loi doit être passée à l'Assemblée pour régissant et dirigeant comment ces sociétés doivent fonctionner. Donc nous avons les partenaires qu'on va travailler ensemble pour faire en sorte que les sociétés doivent être en place. Le commune doit être assisté en formation des ressources humaines et formation technique pour qu'ils puissent transformer les déchets eux-mêmes. En transformant les déchets eux-mêmes, ils vont être financièrement autonomes. La tâche du réseau des parlementaires ardue et louable pourra alors résoudre 2 problèmes majeurs dans notre société, celui de l'assainissement de l'environnement et du chômage.
Merci à vous Jean-Oscar Libok et Mohamed Essombadou. Et toujours dans la ville de Yaoundé, l'ambassadeur d'Allemagne Corina Afrique a été reçue en audience hier, jeudi, par la ministre de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena Ondoa. Il était question pour les deux dames d'évaluer donc l'impact de la pandémie à coronavirus et surtout de revenir sur les violences basées sur le genre. Il était également question de parler de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. La correspondance de Armand Brice Ngomo et Bertrand Angoula. L'entretien entre le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena Ondoa, et l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun, Corina Afrique, aura duré environ 45 minutes. La diplomate est venue s'enquérir des projets sur lesquels travaille ce département ministériel. En premier plan, l'accent sur les objectifs concernant les femmes, la paix et la sécurité, conformément à la résolution 1325 adoptée en 2000 par le Conseil de sécurité de l'ONU. Nos deux pays sont en train de mettre en œuvre la résolution des Nations Unies Women, Peace and Security, qui est un document très très important, spécialement dans les conflits, dans les différents conflits. Et les femmes jouent un rôle très très important pour résoudre et trouver des résolutions et des compromis dans une manière paisible, sans violence. Les femmes subissent certains des pires conséquences de la guerre. Au lendemain de la cérémonie de dénonciation des atrocités subies par les femmes dans les régions en crise au Cameroun, la diplomate souligne qu'il est important de répondre aux besoins des femmes et des filles victimes de la violence, de garantir la participation des femmes au processus décisionnel, en particulier dans les zones menacées ou touchées par les conflits, d'autonomiser les femmes et les filles et de promouvoir l'égalité du sexe pour parvenir à la paix durable. Au-delà des violences basées sur le genre, il s'agit aussi pour la diplomate d'intégrer les conséquences liées à l'épidémie du coronavirus. On était d'accord que aussi avec la crise de Covid, ça serait vraiment pas facile. Et on est en train d'approfondir beaucoup de projets, par exemple, qui sont déjà réalisés par la GIZ, par notre coopération pour travailler ensemble pour l'augmentation et amélioration de la situation des femmes. L'ambassadeur Corina Afrique s'est aussi montrée particulièrement touchée par le sort des réfugiés, femmes et jeunes filles déplacées des régions en crise. Prenant congé de Marie-Thérèse Abena Ondoa, elle a exprimé le vœu de les soutenir par différentes activités. En économie, pour booster la filière cacao, le gouvernement camerounais vient de décider d'injecter la somme de 100 milliards de francs CFA. C'était donc à l'issue d'une rencontre qui s'est tenue entre le ministre du Commerce, le ministre de l'Agriculture, ainsi que les différents acteurs de la filière. Jean-Marie Onombélé. Le gouvernement compte injecter 100 milliards de francs CFA dans la culture du cacao au Cameroun. C'est l'une des annonces faites sortie de la concertation des ministres du Commerce et de l'Agriculture et du Développement rural avec les acteurs de la filière tenus à Yaoundé. Les ministres Luc Magloire Mbarga Tangana et Gabriel Mbaye-Robé ont co-présidé la réunion avec les acteurs de la filière où il était question de discuter de la situation de la filière, notamment celle des producteurs de cacao concernant l'achat du produit. Pendant la réunion, les membres de l'interprofession, le Conseil national du cacao et du café et les exportateurs du cacao ont fait des doléances à l'endroit du gouvernement. Le secrétaire exécutif du Conseil interprofessionnel du cacao et du café a recommandé pour une meilleure rentabilité l'installation d'un grand nombre de centres d'excellence dans les bassins de production, la mise en place des infrastructures de séchage du cacao dans le sud-ouest et l'identification de tous les producteurs pour renforcer la traçabilité du produit. D'autres solutions comme l'appui à la structuration des producteurs au sein d'une organisation et le ragissement des vergers avec le renforcement du programme New Generation
Generation ont été faites. L'on a aussi parlé de la mise en place d'un véritable programme d'origine du cacao camerounais ainsi que la rationalisation sur le plan fiscal. En réponse à ces préoccupations, Gabriel Mbaye-Robé a indiqué que le gouvernement allait bientôt mobiliser 20 milliards de francs CFA pour permettre de résoudre définitivement le problème de statistiques à l'issue du recensement général de l'agriculteur et de l'élevage prévu d'ici 3 mois. Pour ce qui est du rajeunissement du verger, un plan est en passe d'être finalisé pour la régénération de 60% du verger à hauteur de 80 milliards de francs CFA pour une durée de 10 ans. Le cacao camerounais, jadis premier du continent africain, risque de revenir au devant de la scène avec toute cette bonne nouvelle. Toujours en économie, le rapport Doing Business qui classe les États du monde entier dans le monde des affaires ne va pas publier cette année 2020. La décision est celle de la Banque mondiale afin de voir un peu plus clair dans la collecte des données. Une fois encore, Jean-Marie Nombélé. Pour cause d'irrégularité, la Banque mondiale interrompt la sortie du rapport annuel Doing Business, le temps d'enquêter. Le rapport Doing Business, très attendu chaque année, évalue les capacités en termes d'affaires de 190 pays dans le monde. Cet outil, lancé en 2002, c'est en effet de référentiel pour certains investisseurs. Cette année, l'édition 2021 ne paraîtra pas et peut-être il en sera de même pour de futures éditions. Le temps pour la Banque mondiale de faire des enquêtes sur quelques irrégularités constatées dans la méthodologie de collecte des données, comme elle l'a fait annoncer par voie de communiqué de presse. Dans le communiqué, la Banque mondiale indique qu'un certain nombre d'irrégularités ont été signalées concernant des modifications apportées aux données des rapports Doing Business 2018 et Doing Business 2020. Ces modifications n'étaient pas cohérentes avec la méthodologie Doing Business, raison pour laquelle des actions vont être engagées. Il s'agira de l'examen et de l'évaluation systématique des modifications apportées au 5 derniers rapports Doing Business après le processus institutionnel d'examen des données. L'audit interne du groupe de la Banque mondiale va également réaliser un audit des procédures de collecte et d'examen des données explorées en général afin d'établir le rapport Doing Business. Il sera tout aussi question d'analyser les mesures de contrôle destinées à préserver l'intégrité des données. Le résultat de ces démarches de la Banque mondiale déterminera la suite du processus. C'est la première fois en 17 ans que le rapport Doing Business connaît une suspension. La décision de suspension vient remettre au goût du jour les nombreuses critiques auxquelles était déjà confronté ce rapport, notamment sur les questions de méthodologie de collecte des données. D'autres économistes pensaient tout simplement que les gouvernements voulaient améliorer leur classement sans réellement changer les pratiques dans leur pays. Dans le rapport Doing Business 2020, le Cameroun était classé 167e alors qu'il a occupé le 166e rang dans le classement 2019. Le Cameroun avait alors obtenu une note de 46,1 points sur 100. Actualité internationale par la Tunisie. Un nouveau gouvernement pour ce pays. Le Parlement tunisien vient de décider d'un gouvernement de technocrates. Un nouveau gouvernement pour la Tunisie. Mercredi 2 septembre 2020, le Parlement tunisien a approuvé à 134 voix contre 67 un gouvernement de technocrates proposé par le Premier ministre désigné Hichem Mechichi lors d'un vote de confiance. Pour les parlementaires, il est question d'optimiser la place des experts techniques et de leurs méthodes dans la prise de décisions. La formation du gouvernement intervient au moment où l'instabilité politique et la patience du peuple ont atteint leurs limites. Notre priorité sera de faire face à la situation économique et sociale, arrêter le saignement des finances publiques, entamer des discussions avec les prêteurs et lancer des programmes de réforme, y compris pour les entreprises publiques et subventions.
Ce nouveau gouvernement doit prioritairement mettre fin à des mois de tensions politiques et socio-économiques dans la jeune démocratie, notamment la lutte contre les actes criminels et terroristes, la hausse des prix, la pauvreté, la corruption, ainsi que la relance de l'économie et la création d'emplois. Donc le gouvernement, par miracle, s'est formé. Avec son 34 voix, il va pouvoir fonctionner, mais encore il y a d'autres incertitudes qui sont liées pour la suite, parce que les partis politiques vont pouvoir imposer leur tempo, leurs conditions, et c'est un gouvernement qui va être sous pression. La situation sociale risque véritablement de mener la Tunisie vers quelque chose d'incroyable. Depuis les élections législatives d'octobre 2019, c'est la troisième fois que la Tunisie essaye de se doter d'un nouveau gouvernement après les échecs de janvier et juillet 2020. Soulignons que ce pays est le seul État arabe à avoir réussi une transition pacifique vers la démocratie après le soulèvement du régime autocratique en 2011. Et le continent africain qui vient de disposer 12 millions d'euros pour la filière café. En Afrique, la filière café n'est pas un reste des nombreux autres secteurs impactés par la crise sanitaire du Covid-19. Afin de la relancer, l'Organisation interafricaine du café et le Centre pour l'agriculture et les biosciences internationales mettent en place un programme d'intervention d'urgence pour soutenir le secteur qui devrait enregistrer des pertes d'exportation évaluées entre 100 et 200 millions de dollars. Dans l'immédiat, le programme se concentrera sur la construction d'un système permettant aux petits producteurs de café de gagner leur vie en incorporant systématiquement des cultures nutritives de grande valeur qui fournissent un revenu en dehors de la saison du café. 12 millions d'euros injectés pour 11 pays concernés, un programme qui s'avère indispensable au regard des nombreuses répercussions, notamment sur l'emploi. 6,6 millions de personnes dans le secteur café, en particulier dans la région de l'Afrique de l'Est, pourraient se retrouver au chômage. Les pays peuvent créer un marché de traçabilité du café qui va certainement hiérarchiser le café au niveau des marchés et permettre aux producteurs et aux pays d'avoir une classification partagée du café. Pas seulement la classification internationale, mais des pays devraient avoir des classifications nationales, beaucoup plus par bassin de production et par terroir. Et en mettant des labels, en mettant un excellent branding, je pense que le café africain se vendrait mieux et le producteur serait encore plus riche que ce qu'on voit aujourd'hui. L'exécution de ce programme pourrait garantir une sécurité alimentaire dans un contexte de réduction des importations et atténuer les perturbations à venir. L'Organisation internationale du commerce estime la récolte africaine de café en hausse de 5,3% en 2018-2019 contre une prévision en baisse de 0,6% à la fin de l'année 2020. Et puis, dans le continent européen, changement climatique, les jeunes saisissent la Cour européenne des droits de l'homme. Ils ont entre 12 et 21 ans, viennent du Portugal et sont les nouveaux activistes climatiques. Ce jeudi, ils ont ouvert à la Cour européenne des droits de l'homme une procédure contre une trentaine d'États pour les forcer à assumer leurs responsabilités en matière de changement climatique. 2 d'entre eux viennent de Lisbonne, la capitale portugaise qui est menacée par la montée du niveau des océans. Les 4 autres viennent du centre du pays qui a subi de très graves feux de forêt ces dernières années. Nous voulons que les gouvernements écoutent les scientifiques, car les scientifiques ont des solutions pour améliorer notre futur. Nous voulons que la Cour impose aux États de définir leur politique, d'agir concrètement et avec des délais. Ces adolescents qui marchent dans les pas de Greta Thunberg ont fondé leur action en justice sur l'idée que le changement climatique constitue une menace pour leur bien-être physique et mental. Ils ont en effet, en se basant sur l'impact qu'a le changement climatique sur eux, le statut de victime selon la Convention européenne des droits de l'homme. En décembre dernier, la Cour suprême de La Haye a donné raison à l'ONG Urgenda qui, au nom de 900 citoyens néerlandais, avait attaqué leur gouvernement pour son inaction en matière de climat.
Et c'est la fin de ce 19h45 édition de ce vendredi 4 septembre 2020. Merci infiniment à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles qui se sont mobilisées. Prenez rendez-vous avec le sénateur Clétous dans quelques minutes avec une invitée de marque dans le cadre de son émission Spotlight. Que Dieu bénisse le Cameroun.